Tous les avions de ligne assurent la survie des passagers en leur fournissant de l'oxygène hautement pressurisé. Si jamais l'air s'échappe, un voyage de routine risque de devenir carrément cauchemardesque. Le vol 811 de United Airlines. Le vide était autour de nous. Tout le côté de l'avion avait disparu. Comme celui du vol 243 d'Aloha Airlines Tout était aspiré hors de l'avion. et du vol 5390 de British Airways. Je ne l'oublierai jamais. Son visage frappait le hublot, mais il ne clignait pas les yeux. Declaring an emergency! Parfois, d'horribles accidents révèlent des failles mortelles et nous permettent ensuite de modifier la conception des avions. Malheureusement, on attend toujours qu'il y ait une catastrophe. Trop de changements ont été apportés à la suite d'accidents. Nous sommes à l'usine de montage de l'Airbus A320. Après le Boeing 737, c'est l'avion commercial le plus populaire jamais construit. Presque 2000 avions de ce genre desservent les aéroports du monde entier. Fiable et sécuritaire, l'Airbus A320 est la fourgonnette de l'aviation commerciale. L'A320 est recouvert d'une couche d'aluminium de moins de 2 mm, l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Cette fine couche de métal aide à maintenir les passagers en vie. Car certaines traversées ne sont pas de tout repos. La plupart des gens prennent l'avion sans se poser de questions. À mon avis, voyager dans un avion commercial à 10 000 mètres d'altitude ou dans une capsule spatiale en orbite, c'est un peu la même chose. Il s'agit en fait de deux systèmes de survie similaires. En réalité, le ciel est un milieu hostile et glacial de moins 45 degrés Celsius, balayé de courants jets, capable de nous tuer presque instantanément. Nous n'avons pas été créés pour traverser cette atmosphère meurtrière. Mais tous les jours, des millions d'entre nous parcourent le monde à une altitude de 3000 mètres au-dessus du mont Everest. Tout ce qui est nécessaire à notre survie se trouve ici, au niveau du sol. Dès qu'on atteint une certaine altitude sans protection, notre vie est en danger. Toutefois, transporter de l'oxygène jusqu'à 11 000 mètres d'altitude est risqué. L'air d'un avion est pressurisé afin que les passagers puissent bien respirer. Mais dès que l'avion prend de l'altitude, la pression extérieure diminue et l'air comprimé dans la cabine commence à exercer une très forte pression sur le fuselage. Dans la plupart des avions à réaction, chaque mètre carré du fuselage doit supporter plus de 5500 kg de pression, un poids supérieur à celui d'un éléphant. Et dans presque tous les vols, le fuselage tient le coup. Grâce aux fines couches protectrices conçues et modifiées au prix de nombreuses vies. Malheureusement, les modifications surviennent généralement après une catastrophe aérienne. Il y a plus de 50 ans, des accidents scandaleux ont causé des améliorations dont le public profite encore aujourd'hui. The Comet has blazed new trails, achieving new speeds, setting a new standard. L'ère des gros porteurs de passagers a débuté vers 1950 avec la sortie du De Havilland Comet. Pour la première fois, les moteurs à réaction propulsent des avions à une altitude jusque-là inégalée. Mais en 1954, moins de 2 ans après son vol inaugural, le joyau de l'aviation britannique se désintègre en plein vol. Ils ont dû passer un moment horrible, mais heureusement d'assez courte durée.
Durant l'enquête, on a pu examiner les cadavres récupérés. Ils avaient été victimes d'une décompression majeure qui avait littéralement fait exploser leurs poumons. De plus, l'effet de succion avait arraché certains passagers de leur siège et leur tête s'était fracassée contre la paroi de l'avion. 3 mois plus tard, un autre comète se désintègre en plein vol. Les autorités, craignant que ces modèles se soient transformés en véritables bombes à retardement, décrètent une interdiction de vol pour la flotte entière. En fait, le design du comète était excellent. Mais les ingénieurs avaient omis un élément dont ils ignoraient totalement l'importance. À l'insu des ingénieurs, une faille mortelle s'est glissée dans le design du comète. Soupçonnant une erreur de conception, les enquêteurs d'accident construisent un énorme réservoir d'eau. Ils y plongent le fuselage d'un comète. Ils simulent ensuite les contraintes de vol en augmentant et en réduisant successivement la pression du réservoir. L'expérience se déroule 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Après avoir simulé environ 3000 vols, les enquêteurs découvrent enfin le talon d'Achille du comète. Ces hublots carrés. Lorsque la forme d'un avion se modifie brusquement, surtout dans un coin, de fortes tensions s'exercent sur le fuselage. Dans le cas du comète, ces tensions ont provoqué une fissure de fatigue qui a couru le long du fuselage et fini par causer une décompression majeure. La fatigue du métal a causé la perte de l'avion de ligne le plus sophistiqué du monde. Le fuselage était simplement incapable de contenir la pression de l'air interne. Sous la force de cette immense pression, l'appareil s'est désintégré d'un seul coup. Malgré tout, la catastrophe du comète a contribué à rendre nos avions modernes plus sécuritaires. Tout comme ceux des autres avions de passagers, les hublots du A320 sont arrondis afin d'éviter une accumulation de pression dans les coins. Et pour plus de sûreté, on a ajouté des rivets qui renforcent le fuselage des appareils et empêchent la progression de toute fissure malencontreuse. Cette conception stoppe complètement la fissure à la première rangée de rivets. C'est une structure fiable qui ne peut se désintégrer. Pourtant, 34 ans après l'accident fatal du comète, une autre tragédie aérienne survient. Cette fois, même les rivets supplémentaires n'ont pas pu résister à la constante pression de l'air exercée sur le métal. À l'époque, un type de la FAA m'avait dit « Le lendemain de l'accident, j'ai dû oublier tout ce que j'avais appris sur la métallurgie et repartir à zéro. » Dans cette usine d'Airbus située à Toulouse, en France, on construit environ un appareil A320 par jour. Des rivets en titane légers et très résistants maintiennent le fuselage en place. 3000 rivets sont utilisés pour joindre les différentes sections de l'Airbus. 3000 rivets supplémentaires consolident chacune des ailes. Sans eux, le fuselage ne pourrait jamais retenir l'air pressurisé à l'intérieur de l'avion. Toutefois, même ces rivets ne peuvent garantir une étanchéité à toute épreuve. Le 28 avril 1988, le vol 243 d'Aloha Airlines quitte l'aéroport international de Hilo à destination d'Honolulu. C'est son 9e départ de la journée, une pratique courante chez Aloha Airlines. Protégés à l'intérieur de l'appareil, les passagers accordent peu d'intérêt à la cabine remplie d'oxygène pressurisé. En cherchant à s'échapper vers l'extérieur, l'air exerce une pression constante sur le fuselage. En vol, la pression de l'air est maintenue au même niveau afin de donner l'impression aux passagers qu'ils n'ont jamais quitté le sol. En fait, lorsque l'appareil atteint son altitude de croisière, la pression de l'air à l'extérieur de la cabine diminue dangereusement. On extrait l'air des réacteurs et on l'utilise pour pressuriser l'appareil. Et on peut ensuite régler la pressurisation à l'aide d'un ensemble de soupapes. L'air qui entre dans la cabine exerce une pression constante sur le fuselage et le garde gonflé comme un ballon.
Tous les avions modernes sont conçus pour résister à cette pression. Les avions actuels possèdent une structure interne. Sans elle, le revêtement extérieur se tordrait facilement et finirait par se déformer. Un peu comme un sac en papier vide. En retirant le revêtement d'un avion de ligne, on y trouverait des montants de cloison en forme de cerceau, des cadres courants qui soutiennent le diamètre de l'appareil. Des lisses parcourent la longueur de l'avion. Chacune d'elles contribue également à soutenir le fuselage. La cabine a besoin d'un énorme soutien, car lorsque l'appareil grimpe en flèche, l'oxygène pressurisé pousse contre chaque centimètre carré de son fuselage. Mais bientôt, les passagers du vol 243 subiront les conséquences d'une dépressurisation rapide. J'ai vu un éclair de lumière et après, boum. Tout était aspiré hors de l'avion. Le vol 243 d'Aloha Airlines a subi ce que les experts appellent une décompression explosive. Durant ce genre d'incident, l'air pressurisé s'échappe soudain, semant la panique parmi les passagers. Un morceau de fuselage de 35 mètres carrés s'est littéralement volatilisé. Imaginez la scène. Une section du revêtement extérieur de l'avion est arrachée et des vents de 500 km/h s'engouffrent dans la cabine. C'est 3 fois la force d'un ouragan. Les passagers étaient exposés à une température de moins 45 degrés Celsius. À cette vitesse, à 7300 mètres d'altitude, les passagers étaient voués à la mort. Le commandant Bob Schornsteimer amorce une descente d'urgence à 20 mètres secondes. La tension exercée sur l'appareil endommagé menace de le déchiqueter. Contre toute attente, l'équipage technique réussit à faire atterrir l'avion accidenté. Malgré la décompression explosive, le vol 243 d'Aloha Airlines n'a fait qu'une seule victime, un agent de bord aspiré hors de l'appareil par le trou du toit. Jim Wilde enquête pour le compte du Conseil national de la sécurité des transports. Dans son laboratoire, il découvre quelque chose d'inquiétant. En examinant des morceaux de fuselage, il aperçoit des fissures capillaires. Elles sont tout près des trous creusés par les rivets et presque invisibles à l'œil nu, mais l'expert reconnaît les signes typiques de la fatigue du métal. Tout morceau de métal a ses limites. On a tous essayé d'ouvrir une canette avec un ouvre-boîte sans que la lame ne fasse un cercle complet. On rabat donc la section intacte jusqu'à ce qu'elle se brise, ce qui est un parfait exemple de fatigue de métal. Le fuselage d'un avion n'est pas un tube solide comme le roc. Pour conserver une pression d'air tolérable, il doit être assez flexible. En fait, le fuselage d'un avion respire. Il se dilate ou se contracte en fonction de l'altitude. Lorsque l'appareil est au sol, le fuselage se contracte. À 7300 mètres d'altitude, par exemple, il va se dilater. Au bout d'une certaine période, les nombreux cycles de pressurisation de l'appareil vont inévitablement affaiblir sa structure. Les archives démontrent que l'appareil d'Aloha Airlines volait depuis 19 ans. En général, un Boeing 737 effectue un maximum de 75 000 vols sur une période maximum de 20 ans. Mais en étudiant les livres de bord, les enquêteurs découvrent que l'avion avait effectué plus de 89 000 vols. Les courtes traversées entre les îles d'Hawaï signifient aussi que les appareils d'Aloha Airlines subissent plus de cycles de pressurisation que n'importe quelle autre flotte. L'enquêteur Wilde obtient une piste en interviewant une passagère du vol 243. Celle-ci déclare avoir vu une petite fissure dans le fuselage à droite de la porte. Elle a aperçu une fissure à cet endroit. La seconde fissure a suivi cette trajectoire pour rejoindre la première. Ensuite, un morceau du fuselage s'est rabattu par ici et un deuxième est parti du toit pour se rabattre de l'autre côté de l'avion. Mais comment expliquer la perte de 35 mètres carrés de fuselage? Après l'accident du Comet, Boeing et les autres fabricants d'avions ont conçu un dispositif de sécurité permettant de limiter la longueur des fissures au strict minimum. Boeing a fait insérer une série de bandes déchirables dans le fuselage de tous les 737.
Une fissure éventuelle devait pouvoir courir jusqu'à la prochaine bande, fixée à 10 cm de distance avant de s'arrêter dans un angle de 90 degrés. Ces précautions étaient calculées pour empêcher la désintégration des comètes. Durant le vol 243, les bandes déchirables n'ont pas freiné la brèche causée par la fatigue du métal. L'enquête du NTSB a révélé que le fuselage était si endommagé que toutes les fissures ont fini par se rejoindre et perforer les bandes. Et ce n'est pas tout. Le revêtement extérieur des appareils est divisé en plusieurs panneaux chevauchants. Ils sont fixés l'un sur l'autre grâce à un adhésif très puissant, la résine époxyde. Lorsqu'elle est durcie, on verrouille les panneaux avec des rivets. Mais au cours de son enquête, Jim Wiley découvre que l'intérieur de certains joints de l'avion d'Aloha Airlines est décoloré. Ce matériau noir est la résine époxyde qu'on a utilisée pour fixer les deux couches de joints à recouvrement ensemble. Et ce matériau blanc démontre les dégâts faits par la corrosion au revêtement extérieur en aluminium. Le climat hawaïen est peut-être apprécié des touristes, mais pas des avions. L'air maritime est humide et gorgé de sel. Il peut corroder même une résine époxyde de qualité industrielle. De plus, les enquêteurs apprennent que Boeing avait émis de nombreux avertissements au sujet de la résine époxyde. Il semble que si elle n'est pas appliquée à la bonne température sur des panneaux complètement dépourvus d'humidité et de poussière, elle perd une partie de son efficacité. Boeing recommandait des inspections régulières et complètes. De son côté, Aloha Airlines n'avait jamais éprouvé de problème relié à la résine époxyde. Il est aussi possible que ces inspecteurs n'aient jamais découvert de résine altérée ou bien qu'ils ne l'aient jamais remplacée. La tension exercée sur les deux revêtements qui tentent de se séparer doit initialement influer sur l'adhésif au lieu des rivets. Mais lorsque les plaques se décollent, les rivets subissent une énorme pression, surtout cette rangée supérieure, celle où on a découvert des traces de fissuration par fatigue. Si on ne répare pas rapidement ces fissures, un avion se transforme en vraie bombe à retardement. Le fuselage du vol 243 était sérieusement endommagé en raison de plusieurs facteurs. Une maintenance insuffisante, l'âge de l'appareil et les périodes de service très exigeantes. De nos jours, on comprend l'importance de ces facteurs bien mieux qu'en 1988. Et on est moins tolérant envers les lignes aériennes qu'on laissait libres d'examiner et de remettre leurs avions à vol sans la moindre contre-expertise. Malheureusement, le vol 243 ne sera pas le dernier avion à affronter les dangers de la dépressurisation. À peine 2 ans plus tard, une minuscule erreur sera responsable d'un inoubliable périple aérien. Chaque jour, partout dans le monde, des voyageurs prennent l'avion comme s'ils grimpaient dans un taxi. Ils ignorent qu'une chute rapide de la pression cabine pourrait transformer leur vol paisible en une épreuve terrifiante. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My name is Tim Lancaster. Welcome aboard this British Airways flight to Malaga. Le 10 juin 1990, le vol 5390 de British Airways décolle de Birmingham, en Angleterre, pour se rendre en Espagne. Il transporte 87 personnes. 80 knots. Deux minutes après le décollage, l'équipage technique enclenche le pilote automatique et le commandant de bord, Tim Lancaster, libère les courroies d'épaule de son harnais de sécurité. Peu de temps après, volant à 5200 mètres, l'appareil a presque atteint son altitude de croisière, lorsque soudain, comme le bouchon d'une bouteille de champagne, le pare-brise saute de son châssis. Le commandant Lancaster est aspiré hors de l'appareil et se retrouve plaqué contre le fuselage par des vents soufflant à plus de 550 km/h. La température ambiante est de moins 17 degrés Celsius et l'oxygène se fait rare. Le copilote Alistair Hutchison est seul dans le poste de pilotage. Normalement, les fenêtres du poste de pilotage ne peuvent sortir de leur châssis car la force exercée par un avion en plein vol repousse le pare-brise contre son fuselage. L'agent de bord Nigel Ogden s'empresse de les aider. J'ai attrapé le commandant avant qu'il ne sorte de l'avion. Les autres agents de bord sont sur le qui-vive.
Le copilote Acheson amorce la descente. Il réduit la vitesse de l'appareil rapidement, mais la diminution soudaine de la poussée du vent fait balloter le commandant contre le fuselage. Je ne l'oublierai jamais. Son visage frappait le hublot, mais il ne clignait pas des yeux. J'ai tout de suite songé, et je l'ai même dit à voix haute, je crois qu'il est mort. À peine 35 minutes après le décollage, le copilote Acheson parvient à ramener son avion à terre. Le plus difficile à croire, c'est que le commandant Tim Lancaster ait survécu à cette terrible épreuve. Je me rappelle avoir vu le hublot s'éjecter et disparaître dans l'atmosphère aussi vite qu'une balle de revolver. Ensuite, je me suis senti aspiré vers l'extérieur. À ce moment-là, tout me semblait irréel. Je savais que je n'étais plus dans l'avion. Je voyais même sa queue. J'entendais le vrombissement des moteurs. Je ne me souviens de rien d'autre. Tim Lancaster a été plaqué contre l'appareil durant 20 bonnes minutes, mais il s'en est tiré à bon compte. Des fractures au bras et au poignet droit, des lésions cutanées causées par le froid intense et un choc nerveux. Moins de 5 mois plus tard, Tim Lancaster reprenait les commandes. Pour cet incident, les enquêteurs disposent de très peu d'indices. Le pare-brise avait disparu et une certaine quantité de sang entourait la brèche. Le fuselage était constellé de petites bosses et d'égratignures, sûrement faites au passage par le pare-brise. C'est à peu près tout, à part les papiers éparpillés à l'intérieur de l'avion. En consultant le carnet de maintenance de l'avion, Stuart Colling apprend que le pare-brise avait été remplacé quelques heures avant le décollage. Je voulais connaître les réglages faits à l'appareil avant son décollage. On trouve rapidement le pare-brise manquant. Il révèle un élément de preuve plutôt étrange. En même temps que le hublot, on a retrouvé environ 30 boulons d'un diamètre légèrement inférieur à la normale. Beaucoup de pare-brise d'avion sont fixés depuis l'intérieur de l'habitacle et la pression cabine interne les maintient en place durant le vol. Mais celui du bac 111 avait été boulonné de l'extérieur. Dans un tel cas, l'oxygène pressurisé de la cabine pousse contre le pare-brise, dont les boulons doivent résister à une énorme pression. Il y a tellement de boulons qu'ils ne peuvent pas s'arracher du fuselage. Mais si on invalide le principe en utilisant des boulons trop courts, rien ne va plus, et le pauvre pilote se transforme involontairement en pilote d'essai. Durant son entrevue avec l'ingénieur au sol qui a effectué les réparations, Colling a de la chance. Il a mentionné que les vieux boulons étaient peut-être encore dans la poubelle du hangar. On s'y est précipité et on a retrouvé près de 80 boulons. Les anciens boulons respectaient les normes. Pourquoi les avoir remplacés par des boulons plus petits? C'était un excellent indice. Il valait de l'or. Au lieu de réutiliser les mêmes boulons pour installer le nouveau pare-brise, l'ingénieur au sol a décidé de les remplacer. Sans consulter le catalogue de pièces pour y vérifier le numéro des boulons appropriés à une telle installation. Il choisit des boulons apparemment identiques, mais qui mesurent 1/2 millimètre de moins que les boulons réglementaires. Ils sont trop minces pour maintenir le pare-brise en place. Tôt le matin, collé contre la paroi du hangar, l'ingénieur ne perçoit pas son erreur. Mais quelques heures plus tard, le pare-brise saute en plein vol. Confronté à une situation pour le moins inhabituelle, le copilote parvient à éviter la catastrophe. Malgré les efforts d'un équipage chevronné, une décompression rapide risque toujours de provoquer un accident fatal, dont les conséquences affecteront toutes les compagnies aériennes du globe. L'Airbus A320 est un des avions de passagers les plus populaires du monde.
Des milliers de passagers les utilisent chaque jour. Mais lorsqu'ils montent à bord, ils empruntent un des points faibles du fuselage. La porte d'entrée. Toute ouverture dans le fuselage représente un danger potentiel. C'est pourquoi les ingénieurs ont conçu des portes qui ne peuvent s'ouvrir en cours de vol. Il est pratiquement impossible pour un passager, et je n'emploie pas ce mot à la légère, impossible d'ouvrir une porte à emboîtement durant le vol. Les portes passagers sont des portes à emboîtement. Elles sont toujours un peu plus larges que leur charpente. Au moment du décollage, lorsque l'avion se pressurise, l'air emprisonné dans la cabine scelle hermétiquement ses portes. Environ 5000 kilos de pression, peut-être même plus, maintiennent une telle porte dans sa charpente. Il faudrait l'en arracher pour l'ouvrir. Mais toutes les portes d'avion ne sont pas construites de la même façon, et les conceptions les plus sécuritaires, en théorie, peuvent se fissurer durant un vol. À l'aéroport d'Honolulu, le 24 février 1989, le vol 811 de United Airlines décolle à destination d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. On a remarqué des orages à 160 km au sud, en plein dans notre trajectoire. J'ai donc décidé de laisser le voyant « ceinture de sécurité » allumé. La décision du commandant Cronin sauvera bientôt des vies. Tandis que le 747 grimpe à plus de 7000 mètres d'altitude, les passagers assis près de la porte de la soute à bagages entendent un bruit étrange. J'ai entendu un bruit sourd. Et un quart de seconde plus tard, c'était la panique à bord. Je me suis retrouvée dans l'escalier, agrippée au barreau. Et j'ai très vite compris qu'il s'agissait d'une décompression explosive. Tout ce qui n'était pas fixé au sol, attaché ou bien rangé dans une armoire, s'est mis à voler dans tous les sens. Le bruit était infernal. La porte de soute du 747 s'est arrachée, emportant avec elle une partie du fuselage. Tout de suite après, l'air pressurisé de la cabine commence à s'évacuer à une vitesse explosive. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un énorme trou sur le côté de l'appareil. On ne voyait que le vide. Il manquait des sièges et j'ai compris très vite qu'on avait perdu des passagers. Tout avait disparu autour de nous. Nous étions assis à 15 cm du trou. Il n'y avait plus rien près de nous. Tout le côté du fuselage s'était volatilisé. La situation est grave, mais une décompression explosive ne suffit pas à provoquer un écrasement. Il y avait un trou béant sur le côté de l'appareil qui a provoqué une perturbation aérodynamique. Et si le design initial du 747 n'avait pas été corrigé, cet avion se serait complètement éventré. Malgré la perte de la porte, la rangée de rivets adjacentes a tenu le coup et sauvé l'avion d'une destruction certaine. Mais l'énorme trou exerce une énorme tension sur l'appareil et l'équipage technique doit amorcer sa descente le plus rapidement possible. Aux commandes d'un appareil sévèrement endommagé, l'équipage technique fait demi-tour et rentre à l'aéroport d'Honolulu. C'est probablement le meilleur atterrissage de ma vie. Après avoir immobilisé l'avion sur la piste, nous avons déployé les 10 glissières d'évacuation et les agents de bord ont réussi à évacuer tous les survivants. Grâce à ces pilotes expérimentés, le vol 811 de United Airlines a pu atterrir et sauver la vie de la plupart des passagers. Malheureusement, 9 passagers manquent à l'appel. Ils ont été aspirés hors de l'appareil au début de la décompression, en même temps que 5 rangées de sièges. Lee Campbell, un Néo-Zélandais, est l'un des passagers malchanceux. On nous a téléphoné de Chicago pour nous dire que notre fils était porté disparu et présumé mort, et nous exprimer leurs regrets.
Après la mort tragique de leur fils, Kevin et Susan Campbell entreprennent des recherches afin de découvrir comment la porte de l'avion a pu s'arracher de son châssis. Afin que Lee ne soit pas mort en vain, il nous fallait apprendre les raisons de l'accident et empêcher qu'il ne se reproduise. 2 mois plus tard, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, ouvre une enquête préliminaire. Durant une pause, les Campbell prennent l'affaire en main et s'emparent de plusieurs boîtes remplies de documents. On s'est rapidement aperçu qu'il y avait beaucoup de documents, dont la plupart n'avaient pas été diffusés au public. Ça nous a permis de lancer une véritable enquête. Les documents inédits décrivent un problème qui remonte au design initial de la porte de la soute avant. Les portes passagers s'ouvrent vers l'intérieur, mais la plupart des portes de soute des avions à réaction s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui augmente leur capacité de chargement. Lorsque l'avion prend de l'altitude, la pression interne pousse la porte vers l'extérieur. Afin d'éviter qu'elle ne s'ouvre en plein vol, Boeing avait mis au point un mécanisme de verrouillage apparemment infaillible. Les ingénieurs avaient prévu de nombreuses redondances pour s'assurer que la porte demeure bien verrouillée et qu'elle ne s'ouvre jamais en cours de vol. En aéronautique, on prend tellement de précautions que l'ouverture d'une porte est presque impossible. Les recherches des Campbell ont révélé 2 faiblesses majeures dans les portes de soute du 747. La première implique le mécanisme de verrouillage. Pour fermer les portes de soute, un moteur électrique tourne des demi-loquets autour des tiges dans l'encadrement de la porte. Ensuite, un levier fixe des pinces de blocage au-dessus des demi-loquets pour les empêcher de s'ouvrir. Mais à bord du vol 811, le mécanisme à toute épreuve a fait défaut. Kevin Campbell décide de fabriquer une copie du demi-loquet de la porte de soute du 747. Il constate la première faille mortelle du mécanisme de verrouillage. Les pièces en aluminium sont incapables de stopper les demi-loquets s'ils commencent à s'ouvrir automatiquement. Les pièces du mécanisme de verrouillage étaient en aluminium. Pour se rembobiner électriquement, les demi-loquets n'avaient qu'à repousser les tiges d'aluminium. Elles n'étaient tout simplement pas assez solides pour bien jouer leur rôle. Les Campbell ne sont pas encore satisfaits. Ils continuent leurs recherches. Leur prochaine découverte forcera la puissante société Boeing à modifier ses méthodes de fabrication. Les Campbell tentent de découvrir pourquoi la porte de soute d'un 747 s'est arrachée en plein vol, provoquant la mort de leur fils, Lee. Durant leurs recherches, ils ont appris que 2 ans avant le vol 811, le 747 de Pan Am Airlines en partance de Heathrow avait subi des problèmes de pressurisation en cours de décollage. De retour à Heathrow, ils ont découvert que la porte de soute n'était pas complètement fermée et qu'aucun des verrous n'était enclenché. Peu après, les employés de la base de maintenance se sont rendus compte que tout le mécanisme de verrouillage était tordu et brisé. Les passagers de Pan Am Airlines s'en sont tirés vivants, malgré la défaillance du mécanisme de verrouillage. Mais comment les demi-loquets ont-ils pu tourner et tordre toutes ces pièces? Tandis que les Campbell continuent leurs recherches, un rapport de la Pan Am révèle une grave anomalie du système électrique de la porte de soute. Lorsqu'on pousse le levier extérieur de la porte de soute en position fermée, l'interrupteur de blocage principal devrait couper le courant et empêcher les demi-loquets de tourner. Mais cette fois, l'interrupteur n'a pas fonctionné. Le courant passait toujours des verrous de la porte au levier extérieur. Alors, les verrous se sont mis à bouger et ils ont poussé les demi-loquets qui leur bloquaient le chemin. À cause de l'interrupteur défectueux, les pièces d'aluminium du mécanisme de verrouillage n'ont pas pu résister à l'oxygène pressurisé de la cabine. Les Campbell intensifient la pression durant des années. Finalement, le NTSB cède et publie un rapport qui entérine leur découverte. There was an inadvertent failure of either the switch or the wiring that caused an uncommanded opening of the door. On a apprécié le fait que le public apprenne enfin qu'on avait raison et le soutien qu'on nous avait apporté tout au long de l'enquête s'est avéré justifié.
Je n'aurais pas supporté de rester les bras croisés. Il fallait faire ses recherches. Kevin et moi, nous n'avions pas le choix. Nous n'avons même pas eu besoin d'en discuter. Après l'accident du vol 811 de United Airlines, Boeing a modifié le mécanisme de verrouillage des portes de soute des 747 et augmenté le nombre d'inspections de maintenance. Un autre risque de décompression explosive venait d'être éliminé. Ça a été une occasion extraordinaire dont Boeing et tous les autres fabricants ont pu profiter pour améliorer la structure et les méthodes d'inspection de leurs appareils. Depuis que les premiers pilotes ont battu tous les records d'altitude, l'industrie aéronautique s'efforce d'utiliser et surtout de contenir la puissance de l'oxygène pressurisé. Les experts savent très bien qu'une simple défaillance peut provoquer une terrible décompression. Plus de 15 ans après le vol terrifiant de United Airlines, l'industrie reçoit une autre leçon mortelle. Nous sommes le 14 août 2005. Le vol 522 d'Elios Airways tourne en rond dans le ciel d'Athènes depuis près d'une heure. L'équipage technique ne répond plus à la tour de contrôle. Craignant une attaque terroriste, l'armée de l'air grecque envoie 2 avions de combat vers l'appareil silencieux. De l'extérieur, on ne percevait aucun défaut de structure, aucun signe d'incendie, bref, aucun problème manifeste. Un des occupants du poste de pilotage salue le pilote de chasse de la main. Mais déjà, Helios 522 perd de l'altitude et dégringole vers le sol. Les 121 passagers et membres d'équipage sont tués sur le coup. Il s'agit du pire accident d'avion de l'histoire de la Grèce. Les autopsies révèlent un fait troublant. Toutes les victimes étaient encore vivantes au moment de l'écrasement. Mais si personne n'était mort, pourquoi le pilote de chasse a-t-il vu si peu d'activité à l'intérieur de l'appareil? Akrivos Tsolakis mène l'enquête. Il commence par éplucher les carnets de maintenance et apprend que le jour de l'accident, la porte arrière avait été vérifiée afin d'éliminer toute possibilité de fuite. Avant le décollage, l'appareil d'Helios Airways a fait escale à Chypre. D'après les pilotes, le personnel de cabine avait entendu des claquements bruyants et vu de la glace sur la porte de service arrière au cours de la traversée. Afin de vérifier l'intégrité du joint d'étanchéité de la porte, l'ingénieur teste la pressurisation de l'appareil à l'affût d'une fuite. So explain again how you tested the pressure. When I went into the cockpit, I turned the pressurization switch to manual, switching digital pressure control unit from auto to manual. On éteint les moteurs à réaction afin que l'ingénieur puisse se servir du groupe auxiliaire de bord de l'appareil pour pousser de l'air dans la cabine. C'est un peu comme chercher une fuite d'air dans un pneu. Il faut pressuriser l'avion et utiliser un baromètre pour en mesurer la pression. De cette façon, on peut voir s'il y a des fuites. Son test de pressurisation terminé, l'ingénieur au sol signale que l'appareil est en bon état de fonctionnement. Par inadvertance, il laisse le régulateur numérique de pression en mode manuel. Il aurait dû remettre le régulateur en mode automatique. Si l'équipage technique ne remet pas le commutateur de sélection en mode automatique dès son arrivée, la cabine ne se pressurisera pas normalement. L'oxygène y deviendra aussi raréfié que dans l'atmosphère. Et les passagers n'auront aucune chance de survie dans cet environnement mortel. Tandis que le vol 522 prend de l'altitude, un signal d'alarme envahit le poste de pilotage. En fait, il s'agit de l'alarme de pressurisation dont le klaxon est identique à celui d'une autre alarme. Les deux pilotes les confondent à leur grand malheur. Operations, this is Flight 522, over. Flight 522, what can I do for you?
We have a takeoff config warning on. Sorry, can you repeat? Pendant que les pilotes consultent les ingénieurs au sol pour régler le problème, l'oxygène s'échappe peu à peu de l'avion. Finalement, les masques à oxygène sont largués dans la cabine principale, mais pas dans le poste de pilotage. Les masques à oxygène ne sont pas automatiquement largués dans le poste de pilotage parce que les masques risqueraient de s'accrocher à un des commutateurs. Ignorant la gravité de la situation, les pilotes finissent par s'évanouir. L'oxygène du cockpit n'est plus respirable. Les pilotes devraient être formés pour réagir instantanément aux signes de dépressurisation en mettant leur masque à oxygène dès que leurs oreilles se mettent à bourdonner. Les passagers ne savent pas que l'avion vole maintenant sans l'aide des pilotes. Dans les situations d'urgence, des générateurs chimiques situés au-dessus des sièges déchargent de l'oxygène dans la cabine. Malheureusement, leur réserve ne dure pas plus de 12 minutes. Le problème, c'est que les masques des voyageurs aériens ne sont pas conçus pour fournir de l'oxygène à haute altitude. Ils sont censés leur fournir suffisamment d'oxygène pour survivre jusqu'à ce que le pilote amorce sa descente. Mais les pilotes sont inconscients et l'avion n'atteindra jamais une altitude suffisante pour que les passagers puissent abandonner leur masque à oxygène. Ils se dirigent droit vers Athènes sur pilote automatique. Une fois leur réserve d'oxygène épuisée, les occupants de la cabine ont perdu connaissance eux aussi. À l'arrivée de l'avion de chasse de l'armée de l'air grecque, un seul homme semble encore conscient. Grâce aux bouteilles d'oxygène, l'agent de bord Andreas Prodromou est encore debout à l'approche des chasseurs. Il parvient à entrer dans le poste de pilotage, mais il est incapable de piloter l'avion. En perte de carburant, le vol 522 finit par s'écraser au nord d'Athènes. Les enquêteurs découvrent le panneau du commutateur de pressurisation dans les décombres. Are you sure this is the way it was found? It hasn't been moved at all. Les 121 occupants du vol 522 d'Helios Airways ont succombé à la perte d'oxygène survenue après le décollage. L'ère des avions à réaction a commencé il y a plus d'un demi-siècle. Durant cette période, l'industrie de l'aviation a dû apprendre à voler à plus de 10 km dans les airs de façon sécuritaire, souvent à ses dépens. Si on étudie tous les accidents aériens des 2 dernières décennies, on se rend compte que chacun d'eux a fait évoluer l'aéronautique. En cherchant à fabriquer des avions de plus en plus sécuritaires, l'industrie aéronautique a transformé des accidents tragiques en incroyables percées technologiques. Plusieurs de ces accidents illustraient la formidable puissance de la décompression explosive. L'Airbus A320 et tous les autres avions de ligne modernes sont bien plus sécuritaires que leurs ancêtres des années 50. Les accidents tragiques et ceux qui ont été évités de justesse nous ont aidés à améliorer nos avions afin qu'ils puissent traverser sans danger des ciels souvent fort peu cléments.